Bonjour à tous et merci donc au professeur Barr de m'avoir invité, ce qui va me permettre d'intervenir en tant que biologiste, physiologiste cellulaire. Donc ça va changer un petit peu de ce qu'on a entendu, mais au moins toutes les bonnes bases ont été données. Je vais enlever mon masque, pardon. Toutes les bonnes bases ont été données donc pour comprendre l'acidification de l'océan. Et moi, je vais vous parler des impacts sur les organismes benthiques calcifiants, c'est-à-dire ceux qui élaborent des structures calcaires de carbonate de calcium. Et je prendrai plus particulièrement comme exemple les coraux étant le modèle d'étude de mon équipe au Centre scientifique de Monaco, où nous sommes plus particulièrement intéressés par la mécanistique de la calcification et les impacts des facteurs environnementaux sur ce processus. Donc l'acidification des océans, comme vous avez pu l'entendre, liée à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, donc va entraîner une augmentation de ce CO2 dans l'océan qui va se dissoudre pour donner des ions bicarbonates, des protons qui vont diminuer le pH et ces protons qui vont aussi se combiner à des carbonates pour redonner des bicarbonates. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'acidification des océans, ce n'est pas qu'une question de pH, c'est aussi une question de modification donc, de la chimie des carbonates. Et pour les organismes qui calcifient, on peut comprendre que ça risque de poser un problème dans la mesure où ils en ont besoin pour élaborer leur structure calcifiée. Donc il y a un paramètre qui est influencé justement par cette diminution de la concentration des carbonates, c'est l'état de saturation. L'état de saturation qui est donné pour le polymorphe qui est formé de carbonate de calcium, donc soit de l'aragonite par exemple, soit de la calcite. Et ce paramètre qu'on désigne par oméga est lié à la concentration de calcium, la concentration de carbonate et la constante de solubilité, donc qui va varier selon les polymorphes. Donc lorsque cet oméga est inférieur à 1, on est dans des conditions qui favorisent la dissolution, et lorsqu'on est supérieur à 1, et plus on s'en éloigne, on va être dans des conditions qui favorisent au contraire la minéralisation. Donc vous avez entendu donc que selon les scénarios proposés par le GIEC, qui sont plus ou moins optimistes, donc on va avoir différentes influences sur les valeurs de pH dans les océans. Donc sur la gauche sont représentés ces scénarios qui vont donc du RCP 2.6 le plus optimiste au RCP 8.5 le plus pessimiste, et qui ont été remis avec de nouveaux termes, comme ça nous a été présenté tout à l'heure. Mais moi j'ai pris cette terminologie-là parce que vous verrez que dans les expériences, souvent on fait référence à ces scénarios-là. Et donc vous voyez que le pH peut varier, ça c'est un pH moyen à l'échelle globale, entre peu d'unités, peu de valeurs et des valeurs jusqu'à 0,3 unités pH. Donc bien sûr aussi, les carbonates et l'état de saturation vont être fonction de ces différents scénarios. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques méta-analyses donc, qui ont regardé l'effet de l'acidification sur les organismes. Cette première analyse de 2013, donc, elle regroupait 167 études, 153 espèces. Il y avait différents stades du développement, des larves, des juvéniles et des adultes. Il s'agissait d'expériences dans la zone tropicale tempérée, dans la zone tropicale benthique et dans la zone tempérée, sur des manips à court terme de moins de 8 jours et à long terme allant jusqu'à 180 jours. Et donc, il y a plusieurs taxons qui ont été étudiés, les coraux, les échinodermes, les mollusques et les crustacés. Donc, sur l'axe des ordonnées, vous pouvez voir le pourcentage d'espèces qui étaient affectées, avec un effet positif représenté en vert, un effet neutre en jaune et un effet négatif en rouge. Et dessous, ce sont les différents scénarios donc avec les valeurs d'émission de CO2. Donc ce que l'on peut voir, c'est que dans tous les cas, on a du rouge, donc ce qui veut dire que les organismes sont affectés, et on a les coraux, les échinodermes et les mollusques qui sont plus particulièrement affectés. Une autre méta-analyse qui a été aussi réalisée en 2013, donc cette fois-ci à partir de 228 études, et qui regardait la réponse biologique à une variation de 0,5 unités par rapport à la valeur contrôle avec des expériences de laboratoire et de terrain, a été faite sur des organismes calcifiants et non calcifiants. Et là, ce qui est mesuré, c'est la taille de l'effet moyen sur le paramètre. Donc ici, vous avez la valeur de 0 et dessous, ça veut dire que c'est affecté négativement. Et donc, plusieurs paramètres ont été évalués, la survie, la calcification, la croissance, la photosynthèse, la reproduction, le développement, l'abondance et le métabolisme. Et vous pouvez voir avec les flèches rouges que survie et calcification sont particulièrement affectées.
Cette même méta-analyse a regardé de façon plus précise la calcification. Donc on peut voir que les coraux, les coccolithophores et les mollusques sont les trois qui sont le plus affectés, toujours par rapport à la valeur de 0 que vous avez avec la ligne de pointillé, et que l'amplitude varie en fait en fonction des organismes. Donc ça, c'était pour des résultats donc à une échelle de réponse globale de l'organisme. Après, il y a une autre méta-analyse assez récente qui a examiné cette fois-ci comment répondait l'expression des gènes par rapport à l'acidification. Donc là, c'est une revue de 73 études. Et en fait, il est ressorti que les voies métaboliques, la calcification, la réponse au stress cellulaire et les mécanismes de transport des ions étaient différentiellement affectés. Et vous revoyez encore le paramètre de calcification. Et ce qui est ressorti aussi de cette étude, c'est qu'il y avait des différences selon le stade du développement, avec de façon assez commune les stades précoces, larves et juvéniles, qui étaient plus affectés que les adultes. Donc ces méta-analyses nous montrent bien un effet de l'acidification sur ces organismes. Et en fait, donc le processus qui est affecté, ce processus de calcification, on l'appelle en fait un processus de biominéralisation parce qu'il s'agit d'une minéralisation qui est biologiquement contrôlée. Donc ça veut dire que l'animal réalise vraiment un contrôle sur ce processus. En fait, on n'est pas comme dans un bécher avec juste du calcium et du carbonate qui va précipiter. On va être avec un organisme qui va influencer vraiment ce processus, et notamment à travers la synthèse d'une matrice organique que l'on retrouve au niveau du squelette formé, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir du carbonate de calcium et des molécules organiques. Et c'est à partir de là qu'on parle de minéralisation biologiquement contrôlée. En plus, vous verrez d'autres paramètres que je vous détaillerai après. Donc on a vraiment d'un côté la machinerie de l'animal, donc le côté du vivant, et de l'autre, bien sûr, après, on a certaines lois thermodynamiques classiques qu'il faut intégrer quand on regarde les résultats et les impacts. Et c'est vraiment l'interaction entre les deux qui va nous permettre de bien comprendre ce qui se passe déjà dans des conditions contrôle et ensuite dans des conditions d'acidification. Alors à partir de là, je vais prendre les coraux comme exemple. Donc les coraux, je parlerai plus particulièrement de ceux tropicaux, c'est-à-dire ceux qui élaborent les récifs coralliens qui se trouvent dans la zone tropicale et subtropicale. Comme vous pouvez voir, donc ils apparaissent en jaune sur cette première photo. Et ici dessous, vous avez deux scénarios avec des valeurs de dioxyde de carbone qui sont différentes, qui augmentent vers la droite. Et donc plus les couleurs sont rouges et plus l'état de saturation est diminué. Et donc vous pouvez voir que dans la zone où se trouvent les coraux, on prédit dans ce cas-là une diminution de l'état de saturation, donc potentiellement un effet effectivement sur les organismes qui sont là. Donc ces coraux, en fait, ils sont vraiment à la base de l'édification des récifs. On les appelle les ingénieurs du récif. Et ces récifs ont un rôle essentiel à plusieurs niveaux. Ils jouent un rôle biologique, c'est un spot de biodiversité. On estime qu'ils abritent à peu près un tiers des espèces marines qui sont connues à ce jour. C'est l'habitat et le lieu de reproduction pour de nombreux poissons. Ils ont un rôle économique, ce sont des lieux de tourisme et aussi des zones de pêche qui sont très indispensables pour les populations qui en dépendent. On estime qu'il y a à peu près 500 millions de personnes qui dépendent des récifs coralliens. Un rôle mécanique de protection des côtes contre l'érosion. Il joue le rôle de brise-vague et un rôle géochimique dans le cycle du carbone. Donc, on peut lire dans un rapport qui est sorti très récemment sur l'océan et la cryosphère dans un monde en changement climatique que les récifs coralliens des mers chaudes, dominés par des organismes calcifiants comme par exemple produisant des squelettes comme les coraux, sont actuellement impactés par les températures extrêmes et l'acidification des océans, et ceci avec un niveau de confiance élevé. Donc, pour comprendre comment cette acidification agit, en fait, on peut faire des études à différentes échelles qui vont de l'écosystème jusqu'à la cellule. Et on peut réaliser des expériences en laboratoire ou sur le terrain. Donc, je vais juste aller plus brièvement sur les expériences de terrain, parce que ce n'est pas ce que nous faisons le plus au laboratoire, mais ensuite, je détaillerai plus les expériences de laboratoire qui abordent les aspects mécanistiques. Donc sur le terrain, on peut considérer les sites qui sont naturellement acidifiés, comme celui-ci en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il y a des résurgences volcaniques.
Alors vous pouvez voir sur la photo de gauche une zone contrôle, donc un pH 8,1. Ensuite une zone où il y a déjà de l'acidification avec un pH de 7,8 à 8 et une zone avec un pH inférieur à 7,7. Donc ce que vous voyez tout de suite qui saute aux yeux, c'est qu'ici on a une diversité, une richesse donc, que l'on ne retrouve pas dans les deux autres photos. Mais dans cette photo intermédiaire du milieu, on voit quand même qu'on a toujours des coraux. Alors ces coraux-là, ils ont une forme que l'on dit massive et on a perdu de la biodiversité par rapport donc, à la zone contrôle. Ça, ce sont des coraux qui sont du genre Porites, donc qui se retrouvent effectivement dans ces zones qui sont acidifiées. Donc la première chose que l'on retient, c'est perte de la biodiversité. Et dans cette zone-là, on a atteint une valeur seuil où on n'a plus beaucoup de coraux, on se retrouve avec vraiment un point, un seuil donc, qui va être vraiment négatif pour l'animal. Donc ça aussi, il faut retenir cette notion de seuil qui va être différente en fonction des différents coraux. Donc, en plus, même dans cette zone où les coraux continuaient à être présents, il y avait une observation de diminution et des mesures de diminution de la calcification. Et donc, suite à cela, le terme de gagnant et perdant de l'acidification a été aussi appliqué aux coraux dans ce cadre. Donc, un autre exemple de site naturellement acidifié, c'est le récif de Palau. Et donc là, il y avait des coraux qui venaient de plusieurs zones où l'état de saturation variait entre 2,4 et 3,9. Donc, les chercheurs ont mesuré des différences de densité des squelettes en fonction de l'état de saturation. Et suite à cela, ils ont modélisé ce que ça pouvait donner donc, dans la zone des récifs. Et c'est donc un modèle prévisionnel. Et vous pouvez voir donc les valeurs rouges sont les pourcentages qui vont vers les valeurs les plus fortes. Donc on peut aller jusqu'à 20% de diminution de la densité avec un scénario type RCP 8,5 dans des zones dont la zone du triangle de corail, qui est une zone extrêmement connue pour sa richesse en coraux et sa biodiversité. Donc les expériences de terrain nous renseignent déjà bien sur comment les coraux réagissent à l'acidification, enfin sont impactés par l'acidification du moins. Et ensuite, donc maintenant je vais passer aux expériences de laboratoire, donc, et plus particulièrement celles que l'on réalise au Centre scientifique de Monaco. Donc le centre il est situé en Méditerranée, donc nous avons de l'eau de mer qui vient de la Méditerranée. Nous avons des salles de culture et donc dans des salles de culture, nous avons des aquariums où poussent une soixantaine d'espèces donc qui sont en culture dans des conditions qui sont contrôlées au niveau de la lumière et de la température. Donc, dans les salles de culture, on a reconstitué un petit peu, on va dire, un écosystème, puisqu'on a les coraux, on a le sédiment, on a les poissons, on a d'autres invertébrés marins, donc on a vraiment ce petit écosystème. Mais quand on va faire les expériences ensuite derrière, notamment de mécanistique, on va aller dans des salles expérimentales encore plus contrôlées, où cette fois-ci, le contrôle s'effectue non seulement au niveau de la lumière et de la température, mais on peut également, on contrôle également la nutrition. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler cette fois-ci avec uniquement les coraux. On va enlever les autres facteurs qui pourraient faire des modifications dans le milieu environnant, du style il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de sédiments. Donc, effectivement, les paramètres sont contrôlés, sauf tous sont contrôlés, dont celui que l'on veut faire varier, que l'on veut étudier. Donc, un atout de ce laboratoire, c'est que nous avons les coraux donc, qui sont vivants dans les aquariums et que nous pouvons directement amener au niveau du laboratoire pour faire des expériences de physiologie, de biochimie. Et ici, vous avez un exemple de la salle de microscopie où nous avons un microscope confocal qui nous permet de faire de l'imagerie cellulaire in vivo, c'est-à-dire qu'on peut directement observer le corail sous le microscope et mesurer différents paramètres liés à sa physiologie. Donc, nous avons 60 espèces de coraux dans les aquariums, mais nous avons quand même le rat de laboratoire, celui sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, qui s'appelle Stylophora pistillata. C'est un corail qui est branchu, qui pousse très vite, puisque au niveau de son extension linéaire, on a 1 à 2 cm par mois. Donc, ça nous permet d'être autosuffisants en corail.
il y a des colonies donc, qui sont clonales au centre, nous les avons depuis près de 30 ans, elles sont toutes génotypées et nous avons des gènes, des données à différents niveaux, donc, qui vont du gène jusqu'à l'organisme. Nous avons le génome, nous avons le transcriptome, nous avons des protéomes, nous avons également beaucoup d'expériences physiologiques qui nous ont permis d'acquérir des informations sur la calcification. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée de comment est fait un corail. Donc un corail, la plupart des coraux constructeurs de récifs sont coloniaux. Tous les coraux ne sont pas coloniaux, mais la plupart de ceux qui construisent le récif, oui, c'est-à-dire qu'ils sont formés de petites entités, des unités modulaires qui sont réunies les unes aux autres par un tissu. Alors l'unité modulaire, ça s'appelle le polype et c'est très simple au niveau de son anatomie. C'est un corps surmonté par une couronne de tentacules avec une bouche au centre et la bouche permet de se nourrir et d'excréter les déchets. Et il y a une couronne donc de tentacules que vous pouvez voir ici et vous pouvez voir qu'il y a une couleur brune au niveau du corail et cette couleur est liée à la présence d'algues photosynthétiques symbiotiques qui se trouvent au sein même des cellules du corail. Donc c'est une symbiose et ces petites algues sont appelées des zooxanthelles. Donc je vous en parlerai un petit peu plus après. Et donc les polypes sont reliés les uns aux autres par le cénosarque. Et c'est donc l'animal, au niveau de son polype, va fabriquer un corallite et au niveau de son cénosarque, va fabriquer un cénostéum. Et on voit bien quand même qu'on a un miroir entre les deux photos. Donc, au niveau de son histologie, sans aller dans un grand détail, il est relativement simple. C'est un diploblastique. D'origine embryonnaire, il y a deux tissus, deux couches de cellules, un ectoderme et un endoderme. Donc, si on regarde au niveau du cénosarque, qui est une région simplifiée, mais qui représente l'ensemble de l'histologie, on peut voir donc qu'il y a un ectoderme qui fait face à l'eau de mer et un ectoderme qui fait face au squelette. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ectoderme calcifiant. Et vous comprendrez que quand on travaille sur la calcification, c'est vraiment cette couche de cellules qui, pour nous, est la plus intéressante. Mais il faut garder en tête, et c'est ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est qu'en fait, on a un squelette qui n'est quand même pas en contact direct avec son milieu extérieur d'eau de mer. Il y a plusieurs couches de cellules. Il y a des dinoflagellés au sein des cellules de son endoderme et il y a un milieu intérieur qu'on appelle donc le fluide célentérique qui se trouve dans la cavité célentérique ou célentéron. Donc, ceci étant présenté, je repars sur la diapo de la biominéralisation dont je vous parlais tout à l'heure pour aller un tout petit peu plus en détail et vous présenter, avant de regarder les impacts, les différentes étapes qui sont importantes pour la biominéralisation. En fait, là, je vais vous donner le corail comme exemple, mais ce sont des étapes que l'on étudie, quel que soit l'organisme qui fait ce processus. Donc, il y a la délimitation du site de calcification, il y a la production de matrices organiques, l'apport d'ions au site de calcification, la supersaturation, la nucléation et la croissance. Donc, je vais essayer de détailler ça à travers une représentation schématique. Donc, pour cette représentation, j'ai représenté les cellules calcifiantes et tout ce qui est au-dessus des cellules calcifiantes, c'est-à-dire les différentes couches de cellules et le milieu célentérique, c'est représenté par juste cette couche ici. Ici, vous avez l'eau de mer et ici, vous avez le squelette ou avant la formation du squelette, si on est sur une larve, dans le cas d'une larve, on aura un substrat. Donc, le squelette, dans le cas du corail, est formé d'aragonite. Donc, la délimitation du site de calcification, c'est-à-dire l'endroit où va se passer cette calcification, est représenté par donc un milieu extracellulaire de calcification. Ce milieu est à l'interface entre les cellules calcifiantes et le squelette ou le substrat. Donc ce milieu extracellulaire de calcification, comme vous pouvez voir, il est isolé, donc quand même d'une certaine façon, enfin il n'est pas en contact direct avec l'eau de mer. Mais en réalité, vous voyez qu'entre les cellules, on a la possibilité d'un passage, c'est ce qu'on appelle un passage paracellulaire. Et ici, vous avez représenté en rose ce qu'on appelle des jonctions intercellulaires. Si on les regarde en microscopie électronique, on peut voir qu'en fait, elles sont faites comme de petits barreaux d'échelle. Et c'est ces jonctions-là qui vont être responsables d'une perméabilité de la couche de cellules. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre aux ions et aux molécules de passer plus ou moins facilement entre les cellules. Donc ça, c'est une première information. Donc ce site de calcification, pas en contact direct avec le milieu extérieur, mais malgré tout avec ce passage paracellulaire.
Ensuite, un autre endroit où se fait la calcification, et ça, ce sont des données qui sont plus récentes, parce que le milieu extracellulaire, ça fait de nombreuses années qu'on en parle, mais par contre, maintenant, on pense que chez le corail, les premiers stades de calcification se font à l'intérieur de vésicules. Donc, on a montré qu'il y avait un phénomène d'endocytose non spécifique qui se passait au niveau de cette membrane, c'est-à-dire que la cellule va faire une sorte d'invagination qui va récupérer le milieu extracellulaire de calcification, et ces vésicules donc vont se trouver avec autour d'elles vraiment la composition de la membrane plasmique. Et à l'intérieur, on a un petit espace donc qui est le milieu intravésiculaire. Et là encore, ce qu'il faut retenir, c'est que donc ces vésicules vont être isolées aussi de l'eau de mer, puisque encore plus que le milieu extracellulaire de calcification, elles se trouvent donc ici, ce milieu est entouré d'une membrane lipidique. On est dans le cytoplasme de la cellule qui elle-même est entourée de membranes. Donc ça, c'est l'information pour le site de calcification. Ensuite, je vous disais, une autre étape, c'est la production de matrice organique. Alors, donc, cette matrice organique, c'est ce qu'on obtient quand on déminéralise un squelette. Et on va se retrouver avec une sorte de fantôme du squelette qui représente en fait une petite proportion, c'est 0,01 à 0,1% du poids du squelette. Si on prend la matrice organique hydratée, c'est un peu plus, c'est 2,5, mais c'est quand même pas énorme. Elle est composée de protéines, de glucides et de lipides. Donc, elle a été très bien caractérisée d'un point de vue biochimique. Mais ce qu'on sait aussi d'elle, à partir d'expériences qui sont faites notamment par de la cristallisation in vitro, c'est qu'elle a un rôle clé dans plusieurs stades de formation des cristaux. Déjà au niveau de stabilisation du carbonate de calcium amorphe, qui représente un des stades initiaux donc, de formation du carbonate de calcium qui va être à la fin sous la forme d'aragonite ou de calcite, qu'elle peut influencer sur la nucléation, c'est-à-dire les petits cristaux qui vont être formés, les petits noyaux qui vont être formés pour ensuite donner naissance aux cristaux, et sur les polymorphes, comme je vous disais tout à l'heure, soit aragonite, soit calcite. Donc cette matrice, elle est peut-être en faible quantité, mais elle est censée jouer vraiment un rôle primordial, et on pense aussi que c'est elle qui est en partie responsable de la forme qu'ont les squelettes. Alors, ce qu'on a montré, c'est que cette matrice organique, elle est synthétisée par les cellules calcifiantes. Donc, je l'ai représentée ici en marron. Donc, une partie de cette matrice organique serait intégrée à l'intérieur des vésicules et une partie serait exocytosée dans le milieu extracellulaire de calcification. Ensuite, il faut apporter les ions aussi dans ce milieu où on va calcifier. Donc, il faut apporter du carbonate, il faut apporter du calcium et il faut aussi jouer sur le pH. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez entendu, toutes les espèces de carbone inorganique dissous sont en équilibre les unes avec les autres. Et pour dire de façon simplifiée, quand on augmente le pH, on augmente les carbonates. Le bicarbonate étant la forme majoritaire, si on veut augmenter les carbonates, on doit augmenter le pH. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour favoriser donc, les conditions de saturation au niveau des sites de calcification, que ce soit dans le milieu extracellulaire ou dans les vésicules. Alors, pour cela, on a mis en évidence par des approches de physiologie et aussi de biologie moléculaire une série de transporteurs. Donc, un transporteur de calcium, donc ici à ce niveau-là, qui serait un canal calcium qui permettrait l'entrée de calcium dans les cellules et qui permettrait sa sortie. Donc, et un autre ici, qui est une calcium ATPase qui permettrait la sortie de calcium et en même temps qui enlève des protons du site de calcification. Donc, ça permet d'augmenter le pH. On a aussi montré que le carbone inorganique provient en grande partie de la respiration animale. Donc, il y a fourniture de dioxyde de carbone. Une partie sortirait par simple diffusion à travers les membranes et une autre partie serait transformée en bicarbonate dans les cellules en raison d'un pH favorable. Et une enzyme qui est une anhydrase carbonique catalyserait cette réaction. Et donc ce bicarbonate ensuite emprunterait un échangeur chlore-bicarbonate et on a montré que cet échangeur-là est spécifique au niveau de sa localisation et au niveau des organismes calcifiants, contrairement par exemple à une anémone de mer qui ressemble à un corail mais qui n'est pas une structure calcifiée. Eh bien en fait on retrouve cet échangeur chlore-bicarbonate vraiment que chez le corail qui calcifie. Donc ça c'est le schéma actuel auquel on a abouti. On pense aussi donc qu'il y a une partie de bicarbonate qui peut venir par cette voie au niveau de la face basale des cellules et une sortie de protons par cette face également. Et une enzyme aussi qu'on appelle une adénine cyclase qui serait un senseur en fait du pH à l'intérieur des cellules.
Donc, au niveau des vésicules, en fait, on n'a pas du tout caractérisé les transporteurs, parce que d'abord, comme je vous ai dit, on a découvert tardivement qu'elles pouvaient avoir un rôle si important. Mais en fait, ce qu'on estime, enfin ce qu'on propose par rapport au mécanisme que je vous disais de leur formation, c'est que finalement, vu qu'elles endocytosent, c'est un processus d'endocytose qui récupère donc cette membrane, on aurait les mêmes transporteurs que ceux qui sont sur cette face apicale. Et donc, en fait, on aurait la possibilité d'apporter du calcium et du carbone inorganique et d'enlever des protons dans un milieu tout petit. Donc, tout ceci va nous permettre d'obtenir des états de supersaturation. Et là, je vous ai donné des valeurs qu'on a pu mesurer. Donc, ici, vous avez les valeurs dans l'eau de mer, donc avec la concentration de calcium, dans ce cas-là, de 11 millimolaires, donc qui a été augmentée à 13 millimolaires. Donc, on a une régulation du calcium, comme je vous disais, par les transporteurs qui permettent d'enrichir en calcium au milieu extracellulaire de calcification. Pareil pour les carbonates, vous voyez qu'ils sont augmentés au niveau du site de calcification. Le pH également passe de 8 à 8,54. Et ce que vous pouvez voir, c'est que pour un état de saturation en aragonite de 2,9 dans l'eau de mer, on se retrouve à 12. Donc ce qui est important là de retenir, c'est que vraiment le milieu extracellulaire de calcification a une composition par rapport à l'eau de mer qui est vraiment différente. Donc c'est vraiment ce contrôle de l'animal qui va permettre d'obtenir ces valeurs. Donc pour les vésicules, on n'a pas d'informations. Par contre, ce que l'on propose, donc, c'est que il a été observé qu'il y avait du carbonate de calcium amorphe dans les cellules et sous forme de petites particules, des nanoparticules, qui ont une taille semblable à la taille des vésicules qui avaient été observées par microscopie. Donc on en a déduit qu'en fait, ces vésicules contiennent du carbonate de calcium amorphe qui serait ensuite exocytosé sous forme de nanoparticules dans le milieu extracellulaire de calcification. Donc, ces nanoparticules et ces ions vont toutes les deux contribuer à permettre la formation des cristaux. Et pour l'illustrer, on a cette photo qui représente un cristal de carbonate de calcium élaboré par le corail. Vous pouvez voir cette zone un petit peu granuleuse ici en fracture. Et donc ça correspondrait à l'attachement des nanoparticules de carbonate de calcium amorphe qui se seraient tout doucement cristallisées en aragonite. Et ensuite, on aurait un processus de remplissage par les ions qui est représenté en bleu. Donc un double processus au niveau de la formation des cristaux et donc du squelette. Donc ça, c'est récent, vous voyez, on l'a publié il n'y a pas longtemps. Donc j'espère que ce n'était pas trop hors sujet, mais d'un autre côté, pour arriver maintenant à l'acidification et ses impacts au niveau donc, de tous ces processus, je devais passer par cette phase-là. Donc là, on retourne en salle expérimentale, la salle acidification, donc, où on a 4 conditions de pH ambulant du CO2 dans les aquariums, pas dans le contrôle bien sûr, mais dans les pH plus faibles. Donc on a une valeur de 7,2, une valeur de 7,4 et une valeur de 7,8. Et vous pouvez voir que ça correspond à des états de saturation qui sont donc de 3,14 dans le contrôle, mais qui descendent inférieurs à 1 dans la condition extrême de pH 7,2. Donc on a fait ces expériences sur... toujours Stylophora pistillata. On a quelques expériences comparatives, mais je ne les présenterai pas là. Je vous parlerai plus particulièrement de Stylophora. Sur des timings différents d'incubation, donc de 1 jour, 1 semaine, 1 an ou 2 ans. Et là, donc pour commencer, je vous présente l'effet de l'acidification sur la calcification elle-même à différents temps d'incubation. Donc ce que vous pouvez voir avant même que je détaille, c'est qu'on a une tendance à diminuer en fonction du pH qui est plus acide. Donc, ça, c'est global, c'est pour tout le monde. Donc, diminution de la calcification. Et ce sont différents paramètres qu'on a mesurés. Donc, ici, c'est une calcification nette qui a été mesurée. Donc, on voit qu'on diminue. Ici, c'est la densité du squelette. On la diminue aussi. Donc, ça, c'était fait sur des squelettes sur du corail donc, qui calcifiait au niveau de son squelette dans son ensemble. Mais à 1 an, on a fait des mesures vraiment sur les cristaux qui étaient déposés. Donc là, on a fait un marquage avec une molécule fluorescente. Et ce qu'on a regardé, c'est
l'extension de ce cristal. Et donc là, vous voyez aussi que c'est affecté. Et dans cette expérience-là, de 1 semaine, ce qu'on a voulu tester, c'était l'effet lumière-obscurité. Donc on a fait des mesures de calcification à la lumière. Et donc là, vous voyez que par contre, c'est l'exception. C'est le seul moment où on n'a pas diminution de la calcification, c'est quand on est à la lumière. Par contre, la nuit, on a une diminution de cette calcification. Donc, ce qu'il faut constater là, c'est qu'à la lumière, la différence par rapport à la nuit, c'est qu'on a la photosynthèse des zooxanthelles, ces petites algues qui sont à l'intérieur des cellules, et qui donc jouent certainement un rôle dans cette possibilité qu'a le corail de continuer à calcifier dans ces conditions. La nuit, c'est la respiration qui va prédominer, et on voit qu'on diminue dans ce cas-là la calcification. Ce qu'il faut constater aussi, c'est que même à pH 7,2 et même la nuit, on continue quand même à avoir calcification, on n'a pas de dissolution. Or, vous vous rappelez qu'à pH 7,2, on est quand même dans des conditions d'oméga-aragonite inférieures à 1. Donc, on va après essayer de comprendre pourquoi. Ce qu'on a aussi constaté en regardant, ça c'était une observation visuelle, en regardant les coraux dans ces conditions, donc je vous parlerai plus particulièrement du pH 7,2 parce que c'est le plus visible au niveau de ses effets, sachant que vous avez vu le pH 7,2, ce n'est pas un pH réaliste par rapport à ce qui est attendu en tout cas dans les années à venir, mais pour nous en tant que physiologistes, c'est important d'utiliser des pH de cette valeur où l'organisme est capable encore d'être vivant et de réagir, parce que ça nous permet vraiment de booster les processus et de voir ce qui se passe sans que l'animal, avec l'animal qui continue toujours à résister. Donc, on va surtout se concentrer sur ces pH de 7,2. Donc, on a remarqué à pH 7,2 qu'en fait, les polypes étaient plus grands qu'à pH 8 contrôle. Et en même temps, donc, au niveau des corallites, on a vu aussi qu'ils étaient de taille supérieure et que le cénostéum était plus fin. Donc on a mesuré, du coup, en voyant ces polypes plus gros, on s'est dit on va regarder la taille des cellules et on a vu que la taille des cellules augmentait quand on était dans un pH plus acide. Et en même temps, avec des collègues qui étaient spécialistes donc, de tous les phénomènes épigénétiques, on a regardé la méthylation au niveau des gènes. Donc on est vraiment au niveau de l'ADN. Et ces phénomènes donc, qui sont dits épigénétiques vont agir sur toute ensuite la chaîne qui va aller ensuite à la production de protéines. Et dans ce cas-là, ce qu'on a vu, c'est que les gènes qui étaient affectés étaient ceux qui étaient impliqués dans la régulation de la croissance des cellules. Donc en fait, on se trouve avec un phénotype ici que l'on explique par des phénomènes épigénétiques, et on parle à ce moment-là de plasticité phénotypique, c'est-à-dire que le corail, il s'est acclimaté à la condition de pH relativement acide, bien qu'on soit à pH 7,2 qui est neutre en réalité, mais disons plus acide que celui de l'eau de mer, en changeant donc la macrostructure de son squelette. Donc, on obtient ça, et je vous rappelle donc que ce corail est particulièrement résistant pour à 7,2 être dans cet état. D'ailleurs, nos bacs tournent depuis 11 ans, et depuis 11 ans, nous avons des colonies de ce corail qui résistent. Alors qu'à titre d'exemple, dans les 60 autres coraux que l'on a, on en a mis certains qui, au bout de 3 semaines, étaient morts. Donc, c'est vraiment un corail qui est extrêmement résistant. Là, c'est une microtomographie qu'on a faite d'une branche de squelette, donc, où on voit les parties calcifiées en blanc et les zones creuses donc en noir. Et ce que l'on peut voir à pH 8 par rapport à pH 7,2, c'est que quand même, on a des parois qui sont plus fines. Donc un squelette qui est moins dense qu'à pH 8. Donc on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas quand même des phénomènes de dissolution? Donc on a regardé les cristaux au niveau du cénostéum dans les deux conditions de pH, et on a vu qu'ils présentaient une allure différente, mais ce n'étaient pas des signes de dissolution. Ce qui voulait dire que vraiment le corail régulait bien le milieu qui environnait qui était autour de la formation du cristal. Donc ensuite, on s'est dit la matrice organique joue un rôle clé. Qu'est-ce qui se passe à son niveau? Donc on a regardé en fonction du pH la quantité de matrice organique qui était incorporée au niveau des squelettes, et on a aussi regardé l'expression des gènes qui codent pour cette matrice organique. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fonction de la diminution du pH, on augmentait cette matrice organique. Donc en fait, la possibilité, c'est que cette matrice pourrait tamponner l'acidification. On ne sait pas exactement le rôle qu'elle a, mais elle a certainement un rôle très important dans la réponse, en tout cas à l'acidification. Et d'autres chercheurs, en fait, qui travaillent également sur Stylophora, ont constaté qu'à un niveau intracristallin, donc vraiment quand on descend à un niveau auquel on n'était pas descendu, nous, pour observer ça, ils avaient vu
vu aussi une augmentation de la matrice organique avec des déformations. Donc en fait, on se dit que probablement ce qu'on observait là était lié justement à cette matrice organique qui était augmentée dans ces conditions. Donc après, on a voulu regarder ce qui se passait au niveau du pH dans le milieu extracellulaire de calcification, puisqu'on se demandait à pH 7,2, est-ce que le corail arrive encore à garder sa capacité à augmenter ce pH. Donc ici, vous avez les valeurs en blanc, c'est le jour, et en noir, c'est la nuit. Et donc ça, c'est dans les conditions contrôle, et ça, c'est ce qui se passe dans l'eau de mer. Donc à 8,2, l'eau de mer est à 8,2, et puis à 7,2, ici, on a le point 7,2. Donc là, c'est la qui représente donc l'eau de mer. Et quand on regarde le pH cette fois-ci au niveau du site de calcification, donc ici contrôle, et là on descend, et ce qu'on voit, c'est qu'en fait on ne suit pas du tout la descente du pH dans le milieu, dans l'eau de mer, mais qu'on est toujours complètement capable de réguler au niveau du site de calcification. Cependant, on voit quand même qu'il y a un effet et qu'on descend à des pH de 7,8, on n'est plus à des pH au-delà de 8,2. Donc, elle affecte, mais on garde toujours un pH plus élevé. Donc déjà, là, ça nous dit, c'est normal aussi qu'on n'ait pas vu de dissolution, puisqu'on n'est pas du tout à pH 7,2 au niveau du site de calcification. Ensuite, dans la littérature, et puis nous aussi, on se posait la question de se dire, mais finalement, cette perméabilité qu'on voit, est-ce qu'elle peut être affectée par l'acidification? Et effectivement, il avait été proposé que les propriétés de perméabilité des tissus pourraient expliquer la résistance, sensibilité à l'acidification. Donc, on a fait une expérience dans laquelle on a mis une molécule fluorescente, qui est de la calcéine dans le milieu extérieur, dans l'eau de mer. Et ça, on sait que cette molécule passe par la voie paracellulaire, puisqu'on la retrouve à la fin au niveau des squelettes formés, et on sait que les cellules lui sont imperméables, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas rentrer à l'intérieur des cellules. Donc cette molécule-là nous donne des indications sur la voie paracellulaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré le taux de renouvellement au niveau du milieu extracellulaire de calcification. Et donc plus ce taux de renouvellement est faible, plus le milieu est renouvelé, donc plus sa perméabilité est grande. Et ce qu'on a observé, c'est que en fonction du pH, donc plus acide, on a effectivement diminution de ce taux de renouvellement, ce qui veut dire qu'on augmente la perméabilité paracellulaire. Donc, sous les conditions d'acidification, on va augmenter ce qui peut passer entre les cellules. Et donc, en fait, on va se retrouver avec des cellules calcifiantes qui sont quand même soumises à une charge acide autour d'elles plus importante que dans les conditions contrôle. Elles sont donc baignées par cet environnement plus acidifié. Alors, on a ensuite regardé le pH, cette fois-ci, non plus à l'extérieur des cellules, mais à l'intérieur des cellules. Donc ça, c'était notamment fait par de l'imagerie cellulaire in vivo. Donc on a le pH dans les conditions contrôle dans les cellules aussi le jour et la nuit. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, le pH intracellulaire est affecté. Alors le pH intracellulaire n'a pas du tout les mêmes valeurs que le pH extérieur, ce qui est tout à fait normal. Toutes les cellules régulent leur pH dans des valeurs qui vont entre 7,2 et chez le corail, c'est un peu plus élevé, c'est 7,4, mais on n'est pas du tout du tout à la même valeur que l'eau de mer, donc ça c'est tout à fait normal. Par contre, vous voyez que l'acidification impacte. Donc normalement, une cellule, quand elle est soumise à un stress, ce qu'on appelle acido-basique, elle va réagir. D'une part, ici j'ai mis que des transporteurs, enfin j'ai représenté des transporteurs qui vont enlever les charges acides par ces deux moyens, soit en sortant des protons, soit en menant des bicarbonates. Et de l'autre côté, vous auriez la même chose en cas d'une charge à l'extérieur basique où il y aurait l'autre processus qui se passe. Et ce qu'on sait, c'est que donc les cellules sont équipées de tous ces transporteurs autour d'elles pour permettre de maintenir relativement stable le pH intracellulaire. Pourquoi ? Parce que ce pH intracellulaire est très important pour de nombreuses fonctions, que ce soit le fonctionnement des transporteurs ioniques, que ce soit le métabolisme cellulaire, le cytosquelette, le trafficking de vésicules, l'activité d'enzymes, la signalisation intracellulaire. Bon, je ne vais pas tous les citer, la croissance cellulaire. Et donc, vous voyez, c'est vraiment à la base de tout, tout au niveau de la physiologie de la cellule et donc de l'organisme. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, les cellules ont dû recevoir un signal, donc, puisqu'elles étaient baignées par cette acidification, et elles n'ont pas pu quand même y résister complètement.
dramatiquement, puisqu'on voit bien que ce pH intracellulaire a été modifié. Donc certainement, ça se retentit sur le fonctionnement de cette cellule, ce qui peut expliquer que même si on continue à calcifier, on calcifie quand même moins bien que dans les conditions contrôle. Donc ce qu'on pense quand même, c'est que cette capacité de régulation acido-basique qui est connue depuis très longtemps dans toutes les cellules, pas du tout celles de corail, mais au niveau des cellules humaines, eh bien en fait c'est exactement ce qui se passe là. On a quelque chose qui se passe qui va peut-être être à la base de la réponse qu'on va obtenir dans les conditions d'acidification. Donc on a aussi regardé l'expression des gènes, notamment ceux qui peuvent être impliqués dans la régulation acido-basique. Et là, donc, c'est ce qu'on fait par des approches de transcriptomique. Alors, je ne rentre pas du tout dans le détail, mais vous voyez, de toute façon, il y a des flèches un peu dans tous les sens. Il y a des égales, il y a vers le haut, vers le bas. La transcriptomique, c'est vraiment très bien parce que ça donne des informations sur les processus qui sont affectés. Mais par contre, on a à un moment donné ce qui représente quelque chose, mais parfois, on n'a pas vraiment le sens qui va nous indiquer ce qu'on imaginait au début, parce que pour une anhydrase carbonique, vous voyez qu'on voit qu'elle augmente ou qu'elle diminue, donc c'est toujours un peu complexe à voir, mais par contre, ce qu'on a quand même comme information avec la transcriptomique, c'est que tout ce qui est régulation acido-basique liée au carbone inorganique dissous, en tout cas, ça répond à l'acidification. Et ce que l'on sait aussi, ça c'est plus on va dire plus constant, c'est que justement les enzymes, quand elles sont soumises à des variations de pH au niveau de leur efficacité catalytique, cette fois-ci, donc au niveau de la protéine, ben il va y avoir une sensibilité qui fait que les anhydrases carboniques, par exemple, quand on diminue le pH, vont avoir une efficacité moindre. Donc finalement, même si d'un côté on augmente leur expression, on va aussi diminuer leur efficacité. Donc c'est quelque chose de complexe de savoir à la fin ce qui se passe, mais quand même, là encore, le pH a de fortes chances de rendre moins fonctionnel tout ce qui est transporteur et ce type d'enzyme. Donc, en ce qui concerne les vésicules, donc je vous disais que c'était certainement aussi une partie très importante dans le futur, parce que bon, on va pouvoir, j'espère en tout cas, faire des expériences dessus. Actuellement, on n'a aucune information sur les vésicules. On peut juste imaginer que quand elles sont dans un pH moins favorable, eh bien, les transporteurs autour d'elles vont moins bien fonctionner et que peut-être que ça va impacter justement même la formation au départ du carbonate de calcium amorphe. Mais d'un autre côté, c'est aussi peut-être quelque chose qui explique que comme ce milieu est quand même bien isolé, on a quand même la calcification qui peut se produire. Donc, en conclusion, par rapport à ces résultats, Stylophora pitillata, pas de doute que c'est une espèce résistante et qui, en laboratoire, est très utile pour nous apporter des informations mécanistiques. Ces études donc, nous ont permis de montrer que l'acidification, en fonction de son intensité, peut affecter tous les niveaux biologiques, de l'ADN aux protéines, aux cellules et aux organismes, de proposer que la sensibilité résistance peut se trouver à différents niveaux, donc la perméabilité des tissus, la production de matrices organiques, le transport des ions et la régulation acido-basique, que ce soit dans le milieu extracellulaire de calcification ou dans les cellules calcifiantes, et que bien sûr c'est pas fini maintenant, il faut encore faire beaucoup de choses, il faut évaluer l'effet d'autres paramètres, parce que là on était vraiment au niveau cellulaire, mais maintenant il faut regarder comment on peut jouer sur ces paramètres cellulaires et moléculaires, par exemple en examinant ce que peut faire comme différence la façon de se nourrir des coraux, s'ils sont plus ou moins autotrophes ou hétérotrophes par exemple. Il faut faire des études comparatives, il faut travailler sur d'autres coraux qui sont réputés justement pour être plus ou moins sensibles à l'acidification. Il faut déterminer d'autres potentiels impacts aussi, notamment voir le rôle de la biomasse et le rôle du métabolisme. Et tout ça, ça nous permettra de mieux comprendre justement la résistance et la sensibilité à l'acidification. Et je voudrais finir en disant que l'acidification pour les coraux et pour les autres organismes, c'est un aspect donc de l'augmentation de CO2, mais il y a aussi la température qui est actuellement, en tout cas pour les coraux, certainement le plus grand stresseur. Vous pouvez voir ici que si on représente juste l'acidification et ici l'acidification avec en plus la température, on diminue donc les seuils à partir desquels on a vraiment des effets critiques. Donc chez les coraux, la température, elle va vraiment affecter la symbiose qu'ils ont avec les zooxanthelles
et ce qui va se traduire par un phénomène de blanchissement, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leurs zooxanthelles. Ces zooxanthelles étant des sources d'énergie qui sont vraiment à l'origine du succès des récifs en tant que tels, va être un énorme problème. Donc la perte de ces zooxanthelles va être un énorme problème. Et c'est quelque chose qu'on est déjà en train de voir dans de nombreux récifs. Et le problème, c'est que les événements de bleaching, de température augmentée s'accélérant, ils n'ont pas le temps de récupérer. Donc il y a des coraux qui sont déjà morts à cause de cet événement. Et donc je finirai en lisant ce qui est sorti aussi récemment, c'est qu'à ce jour, si les épisodes des vagues de température élevées qui produisent le blanchissement restent l'impact le plus important et le plus catastrophique sur les récifs coralliens, les effets à long terme de l'acidification des océans ne font que perturber la résilience des écosystèmes récifaux à de tels événements. Et la grande question est celle de l'adaptabilité de ces organismes qui est aujourd'hui donc au centre du débat. Donc je voulais quand même finir en montrant les membres de l'équipe et donc aussi nos collaborateurs. Et nous sommes donc au Centre scientifique à Monaco, un petit centre de recherche financé par le gouvernement princier. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions.